La vie infernale par Émile Gaboriau, partie 18 du livre audio, chapitre 15 du tome 2 du roman. Stupide d'étonnement, M. Wilkie restait debout, les bras pendants, au milieu du salon. « Permettez, balbutia-t-il, permettez, je demande à m'expliquer. » Rien. Madame d'Argelès ne détourna point la tête. La porte se referma, et il demeura seul. Si fort qu'on soit, on n'est jamais complet. Il se sentait bouleversé intérieurement, et tout chose, comme jamais auparavant. Non que, se jugeant tout à coup, il se repentit. Il en était incapable. Mais parce qu'il est des heures où la conscience engourdie s'agite, où les instincts dévoyés reprennent leurs droits. Même, s'il eût suivi son inspiration, il se fût précipité auprès de sa mère, prêt à tomber à ses genoux. La réflexion, l'idée du vicomte de Coralt et du marquis de Valorcey arrêtèrent ce premier mouvement, le bon. « Il me blaguerait, pensa-t-il. Tant pis, c'est elle qui le veut. » Et, retroussant fièrement sa moustache, il sortit la tête haute, poursuivi jusqu'au seuil de l'hôtel d'Argelès par les murmures des domestiques, bien près de se changer en huée. Mais que lui importait? L'opinion des subalternes ne montait pas jusqu'à lui. Il n'avait pas fait 100 pas dans la rue que son émotion s'était dissipée, et qu'il ne songeait plus qu'au moyen de distraire son impatience jusqu'à l'heure qui lui avait été fixée par M. de Valorcey. Il n'avait pas déjeuné, mais son estomac, ainsi qu'il se l'avouait, n'était pas à la hauteur, et il lui eût été impossible d'avaler une bouchée. Ne voulant pas rentrer chez lui, il se mit en quête d'un de ses anciens amis, avec l'intention généreuse de les écraser de ses grandeurs nouvelles. N'en trouvant pas, et comme il fallait à toute force une issue à la vanité qui l'étouffait, il entra chez un graveur, qui l'étourdit de son importance, et se commanda des cartes de visite. W. de Gordon Chalus, avec une couronne de comte dans un des angles. Avec tout cela, le temps passait si bien qu'il arriva un peu en retard au rendez-vous de ce cher marquis. Il le retrouva comme il l'avait quitté, dans son fumoir, causant avec le vicomte de Coralt. Monsieur de Valorcey était sorti, cependant. Mais il ne lui avait pas fallu plus d'1 heure pour mettre en mouvement toutes ses batteries, dressées et prêtes à jouer depuis la veille. « Victoire !» s'écria dès le seuil M. Wilkie. « Ça a été dur, mais je me suis montré. J'hérite, je tiens les millions. » Et sans laisser à ses excellents bons le temps de le féliciter, il se mit à raconter son entrevue avec Madame d'Argelès, outrant l'odieux de sa conduite, s'attribuant toutes sortes de propos très raides qu'il n'avait point tenus, posant de son mieux, enfin, pour l'homme de bronze, et tout d'un bloc, ainsi qu'il disait. « Décidément, vous êtes plus fort que je ne croyais, » opina gravement M. de Valorcey quand il eut terminé. « Hein, n'est-ce pas ? Positivement. Et de plus, vous avez toutes les chances. Que votre histoire s'ébruite, et elle s'ébruitera, et vous voilà lancé. Voyez-vous la stupeur de Paris, apprenant que Lia d'Argelès était une honnête femme se dévouant pour son fils, une martyre dont la réputation scandaleuse n'était que l'enseigne mensongère d'un tripot commandité par des hommes du monde. Les journaux en ont pour 1 mois à s'ébahir de cette aventure étrange. Sur qui rejaillira tout ce bruit ? Sur vous, cher monsieur, et vos millions brochant sur le tout, vous voilà le lion de l'hiver. » M. Wilkie ne se sentait pas de joie, et d'un ton de fausse modestie. « De grâce, cher marquis, bégayait-il, ménagez-moi. Vous me comblez, parole d'honneur, vous me comblez. » Mais M. de Valorcey ne se déridait point. « De mon côté, reprit-il, je suis allé, ainsi que je vous l'avais promis,
Aux informations. Je le regrette presque. Tout ce que j'ai découvert est singulier. Bah. Je le disais encore à Coralt, quand vous êtes entré. C'est à ce point qu'il me serait pénible de me trouver mêlé à cette affaire. Aussi ai-je donné rendez-vous ici aux gens de qui je tiens mes renseignements. Vous allez les entendre, et ensuite vous déciderez. Il sonna sur ces mots, et un domestique étant accouru. « Faites entrer monsieur Casimir, commanda-t-il. Le domestique se retira pour exécuter l'ordre, et le marquis poursuivit. Casimir était le valet de chambre du comte de Chalus. C'est un brave garçon, probe, intelligent, très entendu, tel qu'il vous en faut un. Je ne vous cacherai pas que l'espoir d'entrer à votre service a beaucoup contribué à lui délier la langue. Il s'arrêta. Monsieur Casimir entrait la bouche en cœur, l'échine en cerceau, ministériellement vêtu de noir, le cou serré dans un carcan de mousseline blanche. « Mon brave, lui dit monsieur de Valorcey, en lui montrant monsieur Wilkie. Monsieur est l'unique héritier de votre ancien maître. Une preuve de dévouement peut le déterminer à vous garder près de lui. C'est lui qu'intéresse ce que vous m'avez dit. Voyez s'il vous convient de le lui répéter. » Très préoccupé de trouver une bonne place, monsieur Casimir s'était adressé à monsieur de Valorcey. Il avait beaucoup causé, et le marquis avait eu l'idée d'en faire, sans qu'il s'en doutât, le complice de ses desseins. « Je ne renie jamais mes paroles, prononça-t-il, et puisque monsieur est l'héritier, je lui dirai qu'on a détourné des sommes immenses de la succession de défunt monsieur le comte de Chalus. » Monsieur Wilkie bondit sur sa chaise. « Des sommes immenses, fit-il. Est-ce possible ? Dame, que monsieur soit juge. Le matin de sa mort, monsieur le comte avait dans son secrétaire plus de 2 millions en billets de banque et en valeur au porteur. Et quand la justice est venue pour l'inventaire, on n'a plus rien retrouvé. Même, nous autres, les gens de la maison, nous étions dans une colère terrible, craignant d'être inquiétés. Ah, si monsieur Wilkie eût été seul, mais là, sous l'œil du marquis et de monsieur de Coralt, pouvait-il ne pas garder un maintien stoïque ? Il y réussit presque, et d'une voix qui n'était pas trop altérée. « Je la trouve mauvaise, fit-il. 2 millions, c'est un joli banco. Et dites-moi, mon ami, connaît-on le voleur ? » Le regard trouble du valet de chambre trahit l'inquiétude de sa conscience, mais il s'était trop avancé pour reculer. « Je ne voudrais pas accuser un innocent, répondit-il. Cependant, il y a une personne qui a eu toute la journée entre les mains la clé du secrétaire. Même sans moi, les gens de l'hôtel lui auraient fait un mauvais parti. Et qui est cette personne ? Mademoiselle Marguerite. Connais pas ? C'est une jeune demoiselle qui est, à ce que disent d'aucuns, la fille naturelle de monsieur le comte. Elle faisait la pluie et le beau temps à l'hôtel. Qu'est-elle devenue ? Elle s'est retirée chez un ami du défunt, monsieur le général de Fondège. Même, elle n'a jamais voulu emporter ses bijoux et ses diamants, ce qui a paru louche, car il y en avait pour plus de 100 000 écus. Et même, les bourrigeaux me disaient « Ça, monsieur Casimir, ce n'est pas naturel. Les bourrigeaux, c'est les concierges de l'hôtel, de braves gens. Monsieur n'en trouverait pas de pareil. » Malheureusement, la réclame qu'en bon camarade il allait faire à ses amis, les portiers, fut interrompue par un valet de pied qui, après avoir respectueusement gratté à la porte, entra et dit « Monsieur le docteur est là, qui désirerait parler à monsieur le marquis. »« Bien, fit monsieur de Valorcey, priez-le d'attendre. Quand je sonnerai, vous l'introduirez. » Et, s'adressant à monsieur Casimir, « Vous pouvez vous retirer, ajouta-t-il, mais ne quittez pas l'hôtel. Monsieur vous fera connaître ses intentions. » Le digne valet de chambre sortit à reculons, et dès qu'il fut dehors, « Voilà une histoire !» s'écria monsieur Wilkie. « Un vol de 2 millions !» Le marquis branla tristement la tête, et d'un ton grave, « Ce n'est rien, cela, prononça-t-il. Je soupçonne quelque chose de bien autrement terrible. »« Quoi donc ? Parole sacrée, vous m'effrayez. »« Attendez, je me trompe peut-être,
Il se peut que le docteur se soit trompé. Enfin, vous allez l'entendre. » Et sans plus écouter M. Wilkie, il tira le cordon de la sonnette, et l'instant d'après, le domestique annonça « Monsieur le docteur Jodon !» C'était bien ce même médecin qui, devant le lit de mort du comte de Chalus, avait obsédé mademoiselle Marguerite de ses empressements intéressés et de l'impudence de ses questions. C'était toujours l'ambitieux déçu, au sourire pâle errant sur ses lèvres plates, dévoré de convoitises et prêt à tout pour les assouvir, l'homme selon son siècle, enfin, ayant tout sacrifié aux apparences où il espérait prendre les autres, et crevant de faim et de rage au milieu du clinquant de son faux luxe. M. Casimir n'était qu'un complice inconscient, lui savait ce qu'il faisait. Mis en rapport par madame Léon avec le marquis de Valorcey, il l'avait tout d'abord pénétré. Digne de s'entendre, ils s'étaient entendus. Pas un mot précis n'avait été prononcé entre eux. Ils étaient trop forts l'un et l'autre pour qu'il en fût besoin. Et cependant, un pacte avait été conclu, chacun s'engageant tacitement à servir l'autre selon ses moyens. Dès que parut le médecin, M. de Valorcey se leva pour lui serrer la main, et après lui avoir avancé un fauteuil, « Je ne vous cacherai pas, docteur, dit-il, que j'ai préparé monsieur, il désignait M. Wilkie, à vos terribles confidences. » Sous l'attitude roide du docteur, un observateur eût constaté cette trépidation intérieure qui précède une mauvaise action froidement conçue et résolue. « En vérité, commença-t-il, cherchant péniblement ses phrases, au moment de parler, j'hésite presque. Notre profession a des exigences pénibles. Peut-être est-il bien tard. S'il s'était trouvé à l'hôtel de Chalus un parent du comte, ou seulement un héritier, j'aurais certainement provoqué une autopsie. Tandis que maintenant... » À ce mot d'autopsie, M. Wilkie s'était mis à rouler des yeux effarés. Il ouvrit la bouche pour interrompre, mais déjà le médecin poursuivait. Je n'ai d'ailleurs que des soupçons, basés, il est vrai, sur des circonstances inquiétantes et anormales. Je suis homme, c'est-à-dire sujet à l'erreur. En l'état actuel de la science, affirmer serait une impardonnable témérité. Affirmer quoi ? Interrompit M. Wilkie. Le docteur ne parut pas l'entendre, et toujours du même ton dogmatique. En apparence, continua-t-il, le comte est mort d'une attaque d'apoplexie. Mais certaines substances toxiques produisent des symptômes analogues et même identiques, très capables d'abuser l'expérience la plus éclairée. La persistance de l'intelligence de M. de Chalus, la rigidité musculaire alternant avec un relâchement complet, la dilatation des pupilles et, plus que tout, l'intensité de ces dernières convulsions m'ont amené à me demander si une main criminelle n'avait pas hâté sa fin. Plus blanc que sa chemise, et tremblant comme la feuille, M. Wilkie se dressa. « J'avais donc bien compris, s'écria-t-il. Le comte est mort assassiné, empoisonné. » Mais le médecin aussitôt protesta. « Oh, pas si vite, fit-il. Ne changez pas mes conjectures en affirmations. Pourtant, je ne dois pas vous taire les circonstances qui ont éveillé mes soupçons. Dans la matinée du jour où il a été frappé, M. de Chalus a bu environ 2 cuillerées du contenu d'une fiole qu'on a pu ou qu'on n'a pas voulu me représenter. Que contenait cette fiole ? On me répond un remède contre l'apoplexie. Je ne dis pas absolument non, mais prouvé. Quant au mobile qui aurait déterminé le crime, il saute aux yeux. Le secrétaire renfermait 2 millions, et ils ont disparu. Montrez-moi la fiole, retrouvez l'argent, et j'avouerai que j'ai tort. Jusque-là, je douterais. Ce n'était pas un médecin qui parlait, c'était un juge d'instruction, et sa menaçante déduction s'enfonçait comme un coin dans la cervelle de M. Wilkie. « Qui donc, demanda-t-il, aurait commis le crime ? La personne qui seule pouvait en profiter, puisque seule elle connaissait l'existence des valeurs et que seule elle avait à sa disposition la clé du meuble où elles étaient enfermées. Et cette personne ?
est une fille naturelle du comte, qui vivait chez lui, mademoiselle Marguerite. » Monsieur Wilkie retomba sur sa chaise, écrasé. Entre la déposition du docteur et le témoignage de monsieur Casimir, les coïncidences étaient trop grossières pour lui échapper. Le doute ne lui semblait pas possible. « Ah, je passerai bien la main, » balbutia-t-il. « Quelle déveine! Ces choses-là n'arrivent qu'à moi. Que faire ?» Et, dans sa détresse, ses regards erraient du docteur au marquis de Valorcey et à monsieur de Coralt, mendiant une idée. « Ma profession m'interdit toute espèce de conseil, » prononça le médecin. « Mais ces messieurs n'ont pas, pour se taire, les mêmes raisons que moi. »« Pardon, » interrompit vivement le marquis, « il est de ces circonstances terribles où un homme doit être abandonné à ses inspirations. Tout au plus, puis-je dire, ce que je ferais si j'étais le parent et l'héritier du comte de Chalus. »« Oh, dites, cher marquis, » soupira M. Wilkie. « Dites, c'est un service immense que vous me rendrez. » M. de Valorcey réfléchit 1 minute. Puis, d'un air solennel, « Je croirais, dit-il, mon honneur intéressé à éclaircir jusqu'en ses moindres détails cette ténébreuse affaire. Avant de recueillir la succession d'un homme, c'est bien le moins qu'on sache de quoi il est mort, et qu'on le venge s'il a été lâchement assassiné. » Pour M. Wilkie, l'oracle avait parlé. « Tel est exactement mon avis, déclara-t-il. Mais pour éclaircir le mystère, cher marquis, comment vous y prendriez-vous ? » « Je m'adresserais à la justice. »« Ah ?» ?»« Et dès aujourd'hui, sur l'heure, sans perdre une seconde, j'adresserai une plainte au procureur impérial. Affirmative quant au vol, qui est patent, dubitative pour ce qui est de l'empoisonnement. » « En effet, oui, c'est une idée, cela, mais il y a un petit inconvénient. Je ne saurais jamais formuler une plainte. »« Je ne le saurais pas plus que vous, mais le premier homme d'affaires venu vous rédigera cela. En avez-vous un ? Voulez-vous que je vous donne l'adresse du mien ? C'est un avocat très habile et très entendu, qui a pour clients presque tous les membres de mon cercle. » Cette dernière raison, à elle seule, eût suffi pour fixer le choix de M. Wilkie. « Où trouver cet homme de bon conseil ? » interrogea-t-il. « Chez lui. Il y est toujours à cette heure. Tenez, voici un morceau de papier et un crayon pour prendre son adresse. Écrivez « Moméjean, route de la Révolte ». En lui disant que vous venez de ma part, il vous traitera comme moi-même. La course est longue, mais mon coupé est dans la cour, tout attelé. Prenez-le. Et la consultation terminée, revenez ici me demander à dîner. »« Ah, c'est trop de bonté, » s'écria M. Wilkie. « Vous me comblez, cher marquis, parole sacrée. Je vole et je reviens. » Et il s'éloigna, radieux, et presque aussitôt on entendit le roulement de la voiture qui l'emportait chez M. Moméjean. Le docteur, lui, avait déjà pris sa canne et son chapeau. « Vous m'excuserez, monsieur le marquis, dit-il, de vous quitter si brusquement, mais on m'attend pour discuter un marché. »« Diable ! Tel que vous me voyez, je suis en pourparlers pour acheter un cabinet de dentiste. »« Comment ? Vous ? » ?»« Moi-même. Vous me direz, c'est des choirs. Je vous répondrai, ce sera vivre. La médecine, de plus en plus, devient un métier maudit. À courir la visite, on ne gagne pas l'eau qu'on dépense à se laver les mains. Je trouve à acheter dans des conditions exceptionnelles un cabinet tout agencé, bien achalandé, dans un bon quartier. Pourquoi ne le prendrais-je pas ? Une seule chose peut m'arrêter, le manque de fonds. Il n'y avait pas à en douter. Ayant rendu le service qu'on attendait de lui, le docteur en réclamait le prix. Avant de s'engager davantage, il voulait savoir à quoi s'en tenir. M. de Valorcey le sentit si bien que vivement il s'écria « Eh, cher docteur, s'il ne vous fallait qu'une 20 000 francs, je serais trop heureux de vous les offrir. »« Bien vrai, parole d'honneur. Et vous me les offririez quand ? » ?»« D'ici 3 ou 4 jours. » Le marché était conclu. Le médecin était prêt, désormais, à essayer d'extraire un poison quelconque du cadavre exhumé du comte de Chalus.
Il serra la main du marquis en disant « Quoi qu'il advienne, comptez sur moi. » Seul enfin avec le vicomte de Coralt, et libre de toute contrainte, M. de Valençay se leva en respirant bruyamment. « Quelle séance !» grommela-t-il. Et comme M. de Coralt, affaissé sur sa chaise, se taisait, il s'approcha, et lui frappant sur l'épaule, « Êtes-vous malade ?» fit-il, « que vous restez là, comme un terme ?» Le vicomte sursauta comme un dormeur brusquement éveillé. « Je me porte fort bien, » répondit-il d'un ton rude. « Seulement, je réfléchis. »« Point à des choses gaies, à en juger par votre mine. En effet, je pense à la destinée que vous nous préparez et que je prévois. Oh, trêve de prophéties désagréables. Il n'y a plus d'ailleurs à délibérer ni à songer à une reculade. Le Rubicon est franchi. Hélas, c'est bien là ce qui me désole. Si ce n'était mon passé maudit, dont vous me menacez comme d'un poignard, il y a longtemps que je vous aurais laissé courir seul à l'abîme. Vous m'avez été utile autrefois, c'est vrai. C'est vous qui m'avez présenté à la baronne Trigault, et je dois à votre patronage les brillantes apparences dont je vis. Mais c'est payer trop cher vos services que d'être l'instrument de vos expédients les plus dangereux. Qui a aidé à flouer Cami-Baie ? Qui pariait sous main contre votre cheval Domingo ? Qui a risqué sa peau pour glisser des paquets de cartes préparés entre les mains de Pascal Ferrailleur ? Coralt, toujours Coralt. Un geste de colère échappa au marquis, mais résolu à se contenir, il ne répliqua pas, et c'est seulement après avoir arpenté 5 ou 6 fois le fumoir que, se sentant plus calme, il revint au vicomte. « En vérité, reprit-il, je ne vous reconnais plus. Est-ce bien vous que la frayeur égare à ce point ? Et quand cela, s'il vous plaît ? La veille du succès. Je voudrais vous croire. Les faits sont là. Ce matin, je pouvais douter encore, mais à cette heure, et grâce à ce vaniteux idiot qui a nom Wilkie, je suis sûr, entendez-vous, rigoureusement, mathématiquement sûr du succès. Que va-t-il arriver ? Mauméjean, qui m'est tout dévoué et qui est bien le gredin le plus avide et le plus roué que je sache, va rédiger une telle plainte que demain soir, Marguerite couchera en prison. On citera des témoins. Par ce qu'a dit Casimir, vous savez ce que diront les autres domestiques. La voilà donc presque convaincue de vol. Pour ce qui est de l'empoisonnement, vous avez entendu le docteur Jodon. Puis-je compter sur lui ? Évidemment, oui. Si je paye sans marchander. Eh bien, je payerai. Tout cela ne rassurait pas M. de Coralt. L'accusation d'empoisonnement tombera, dit-il, dès qu'on retrouvera cette fameuse fiole dont M. de Chalus a bu 2 cuillerées. Pardon, on ne la retrouvera pas. Parce que, cher ami, je sais où elle est, cette fiole. Elle est dans le secrétaire du comte. Après-demain, elle n'y sera plus. Et qui l'en retirera ? Un homme adroit qui m'a déniché Madame Léon, un certain Ventrasson. Tout a été parfaitement combiné et prévu. La nuit prochaine ou la suivante, au plus tard, Madame Léon introduira son protégé à l'hôtel de Chalus par la porte du jardin, dont elle a gardé la clé. Le Ventrasson, qui connaît la distribution de l'hôtel, crochettera le secrétaire et s'emparera de la fiole. Il y a les scellés, me direz-vous. C'est juste. Mais l'homme affirme que les enlever et les replacer sans laisser de traces ne sera qu'un jeu pour lui. Pour ce qui est de la serrure, comme elle a déjà été forcée le jour de la mort de M. de Chalus, un second crochetage ne s'apercevra pas. Le vicomte, d'un air ironique, approuvait. « Parfait, dit-il. Seulement, l'autopsie révélera l'inanité de l'accusation. » Naturellement, mais l'autopsie demande du temps. Or, qu'est-ce que je veux ? Que mademoiselle Marguerite se voie compromise au point de se croire perdue. Après 8 ou 10 jours de secret et les tortures de l'instruction, son énergie sera brisée. Que pensez-vous qu'elle réponde alors à un homme qui lui dira « Je vous aime ». Pour vous, je tenterai l'impossible. Jurez-moi de devenir ma femme si je parviens à faire éclater votre innocence. Je pense qu'elle répondra
Sauvez-moi, et je vous épouse. » M. de Valençay battit des mains. « Bravo !» s'écria-t-il. « C'est vous qui l'avez dit. Reconnaissez-vous, maintenant, que vos noirs pressentiments sont autant de chimères ? Oui, elle jurera, et je la sais femme à tenir son serment quand elle devrait en mourir de douleur. Et moi, le lendemain, j'irai trouver le juge d'instruction, et je lui dirai « Marguerite, une voleuse ? Ah, monsieur, quelle épouvantable erreur ! Un vol a été commis, c'est vrai, mais je connais le coupable, un misérable qui a cru, en anéantissant une lettre, anéantir toute trace du fidei commis qu'il avait reçu. Heureusement, le comte de Chalus était défiant. Une seconde preuve du dépôt existe. Elle est entre mes mains. Et en effet, je montrerai une seconde lettre qui prouve le fidei commis. » Nul doute n'assombrissait sa joie. Il n'apercevait plus d'obstacles. Il triomphait. « Et le lendemain du jour où Marguerite sera ma femme, poursuivit-il, je retrouverai au fond d'un tiroir certain acte que M. de Chalus m'avait remis lorsque j'étais sur le point de devenir son gendre, et par lequel il reconnaît sa fille Marguerite et l'institue sa seule et unique héritière. Et cet acte est parfaitement en règle et inattaquable. Maumait-Jean, qui l'a examiné, me le garantit. On ne peut pas évaluer à moins de 10 millions ce que laisse le comte. 5 reviennent à la d'Argelès, du chef de ses parents, dont elle n'a pas recueilli la succession. Les 5 autres sont à moi. Allons, avouez que le plan est admirable. » « Admirable, soit, mais terriblement compliqué. Quand il y a tant de rouages à une machine, toujours il s'en trouve un qui se détraque. Bast. D'autre part, il vous faut je ne sais combien de complices. Maumait-Jean, 2 docteurs, Madame Léon, Ventrasson, je ne parle pas de moi. Tous ces gens-là manœuvreront-ils avec la précision voulue ? Tous sont aussi intéressés que moi au succès. Puis nous avons des ennemis. La d'Argelès, Fortuna. La d'Argelès va disparaître. Si Fortuna bouge, je le paye. Maumait-Jean m'a promis de l'argent. » Mais M. de Coralt avait gardé pour la fin son argument le plus fort. « Et Pascal Ferrailleur ?» fit-il. « Vous l'oubliez ?» Non, le marquis de Valençay ne l'oubliait pas. On n'oublie pas l'homme dont on a brisé la vie en le déshonorant lâchement. Mais c'est d'un ton d'insouciance bien éloigné de son esprit qu'il répondit. « Le pauvre diable, à cette heure, doit être en route pour l'Amérique. » Le vicomte tristement hocha la tête. « Voilà ce que je cherche en vain à me persuader, » fit-il. « Savez-vous que Pascal a été chassé du palais et rayé du tableau des avocats ? S'il ne s'est pas brûlé la cervelle ce jour-là, marquis, c'est qu'il lui restait un espoir de réhabilitation. Ah, si vous le connaissiez comme moi, vous ne seriez pas si tranquille. » Le bruit de la porte s'ouvrant brusquement lui coupa la parole. Déjà le marquis fronçait le sourcil. L'inquiétude remplaça la colère quand il vit apparaître madame Léon, rouge et tout essoufflée. « Eh, pas un fiacre !» gémissait-elle. « C'est comme un sort. Je suis venue à pied et j'ai couru tout le long de la route. Aussi, je suis crevée. » Sur quoi elle se laissa tomber sur un fauteuil. M. de Valençay était devenu fort pâle. « Ah, remettez vos simagrées à un autre jour, » dit-il brutalement. « Qu'y a-t-il ? Parlez. » La digne femme de charge leva les bras au ciel et d'un accent plaintif « Des tas d'histoires, gémit-elle. D'abord, mademoiselle Marguerite a écrit 2 lettres. À qui ? Impossible de le savoir. Secondement, elle est restée hier plus d'1 heure dans le salon, avec le fils du général, le lieutenant Gustave, et en se quittant, ils se sont donné une poignée de main, comme une paire d'amis, en disant « c'est convenu ». Si ce n'est que cela. Minute, vous allez voir. Ce matin, mademoiselle est allée avec madame de Fondège chez la baronne Trigault. Que s'est-il passé ? Il faut que ce soit terrible, car on a ramené mademoiselle comme morte dans une voiture du baron. « Vous entendez, vicomte ?» fit M. de Valençay. « Très bien. J'aurai l'explication demain. »« Enfin, reprit madame Léon,
Voilà le bouquet. Ce soir, sur les 5 heures, je revenais de faire une commission, quand il me semble voir mademoiselle sortir et remonter la rue Pigalle. Moi, qui la croyais couchée, je me dis « c'est drôle ». Je hâte le pas. C'était bien elle. Naturellement, je la suis. Et qu'est-ce que je vois ? Mademoiselle qui s'arrête à causer avec une espèce de vaurien en blouse. Ils ont échangé un billet, et dardard, mademoiselle est rentrée. Et me voilà. Sûre, elle trame quelque chose. Que faire ? Si M. de Valorcet fut effrayé, il n'en parut rien sur son visage. « Merci de votre empressement, chère dame, » prononça-t-il, « mais tout cela n'est rien. Rentrez bien vite, vous recevrez demain mes instructions. » Chapitre 16. Grande avait été la surprise de mademoiselle Marguerite le jour où, chez M. Isidore Fortunat, elle avait vu tout à coup Victor Chupin s'avancer vers elle et d'une voix émue s'écrier « Que je perde mon nom, mademoiselle, si avant 15 jours je ne vous ai pas retrouvé M. Ferrailleur. » Il est vrai que, ce jour-là, l'employé de M. Fortunat n'était pas mis à son avantage. Pour épier plus commodément M. de Coralt, il avait revêtu sa vieille défroque. Et, dame, avec sa blouse et ses chaussures fatiguées, avec ses cheveux ramenés sur les tempes et sa casquette de toile cirée, il avait tout l'air d'un parfait garnement. Cependant, tel est l'empire de la passion vraie que mademoiselle Marguerite ne douta pas une seconde du dévouement de cet étrange auxiliaire. Faut-il le dire, il lui inspira plus de confiance que n'en avait obtenu M. Fortunat, avec ses façons obséquieuses et sa voix plus douce que miel. Le regard de l'employé, du moins, était franc et direct. Aussi, presque sans hésitation, « J'accepte vos services, monsieur, » répondit-elle. C'était bien à lui que cette belle jeune fille parlait de sa voix pure et sonore comme le cristal. C'était bien à lui. Victor Chupin se sentit grandi d'une coudée. « Ah, vous avez raison de compter sur moi, » reprit-il, en se frappant du poing sur la poitrine à la défoncer, « car il y a quelque chose qui bat là-dedans. Seulement… »« Quoi, monsieur ? » ?»« Je me demande si vous consentiriez à faire ce que je désirerais. Ce serait bien utile, mais si ça doit vous gêner, n'en parlons plus. »« Et que désireriez-vous ? » ?»« Vous parler tous les jours. Comme cela, je vous dirais mes démarches, et vous me donneriez les renseignements dont j'aurais besoin. Je sais bien que je ne peux pas aller sonner chez M. de Fondège et demander à vous dire 2 mots, mais il y a d'autres moyens. Par exemple, tous les soirs, à 5 heures précises, je passerai rue Pigalle, et, pour vous avertir que je suis là, je donnerai un signal. Tenez, comme cela. Pi, huit. Alors, sans faire semblant de rien, vous descendriez dès que vous le pourriez, et je vous débiterai mon petit boniment. Sans compter que je vous serai crânement utile pour vos commissions. Mademoiselle Marguerite réfléchit un moment, puis inclinant la tête. « Ce que vous me demandez est praticable, » prononça-t-elle. « À partir de demain, tous les soirs vers 5 heures, je serai aux aguets. Si une demi-heure après le signal, je n'étais pas descendue, c'est que je serais retenue. » Chupin eût dû être satisfait. Eh bien non. Il avait une autre requête encore à présenter, et l'instinct, à défaut de l'éducation, lui en disant l'inconvenance, il n'osait. Même son embarras était si visible, et il tortillait sa casquette si désespérément, que la jeune fille, doucement, lui demanda. « Qu'y a-t-il encore, monsieur ?» Il hésita, puis, prenant son courage à 2 mains, « Voilà, fit-il. Je ne connais pas monsieur Ferrailleur. Est-il grand ou petit, blond, brun, gras, maigre ? Je n'en sais rien. Je me trouverais nez à nez avec lui que je ne pourrais pas dire « c'est lui ». Ce serait une autre paire de manches si je voyais seulement une photographie de lui. Mademoiselle Marguerite rougit extrêmement. Mais c'est de l'accent le plus simple qu'elle dit. « Demain, monsieur, je vous remettrai la photographie de monsieur Ferrailleur. »« Alors, s'écria Victor Chupin, nous sommes des bons. N'ayez pas peur, mademoiselle. À nous 2, nous ferons voir le tour au malin. Je suis là, pour un coup, et je réponds de la casse. » Témoin muet de cette scène, M. Fortunat crut devoir intervenir.
Il n'était que médiocrement satisfait de l'importance soudaine dont se grandissait son employé. Mais que lui importait, après tout, pourvu qu'il fût vengé de Valorcet? « Victor est un garçon capable et sûr, mademoiselle, déclara-t-il. C'est moi qui l'ai dressé. Vous vous trouverez bien, je crois, de ses services. » Un « as-tu fini, vieux poseur ?» monta aux lèvres de Chupin. Il le retint par respect pour mademoiselle Marguerite. « Voilà donc qui est dit, » prononça-t-elle. « À demain. » Et, souriante, comme on fait quand on conclut un marché, elle tendit la main à Chupin. Ah, s'il n'eût écouté que son inspiration, il se fût jeté à genoux pour la baiser, cette main blanche et exquise comme jamais il n'en avait vu. À peine osa-t-il l'effleurer du bout des doigts, et encore il changea 2 ou 3 fois de couleur. « Quelle femme, monsieur !» s'écria-t-il dès qu'elle fut sortie. « Une reine. On se ferait hacher pour elle. Et bonne et futée. Vous avez vu, monsieur, elle ne m'a rien offert. Elle a compris que si je travaille pour elle, c'est pour moi, pour mon contentement, de tout cœur et pour l'honneur. Christi, aurais-je bisqué si elle m'avait offert de l'argent? Aurais-je été assez vexé, assez aplati? » Chupin, ravi qu'on ne rétribuât pas ses peines, c'était si bien le monde renversé que M. Fortunat en demeura abasourdi. « Deviendriez-vous fou, Victor ?» fit-il. « Fou, moi? Jamais de la vie. Je deviens... » Il s'arrêta court. Il allait dire « honnête homme ». Mais de même qu'il ne faut point parler de corde dans la maison d'un pendu, il est certains mots qu'on ne doit jamais prononcer devant certaines gens. Chupin savait cela. Aussi, se reprenant vivement, « Quand je serai très riche, monsieur, ajouta-t-il, quand je serai banquier et que j'aurai des tas d'employés, qui passeront leur journée à compter mes pièces de 100 sous derrière des grillages, je veux une femme comme celle-là. Mais je file. Bien au revoir, monsieur. » Et voici comment et pourquoi l'honnête madame Léon avait surpris sa chère demoiselle en grande conversation avec un vaurien en blouse. C'est que Victor Chupin n'était pas un garçon à promettre et à ne point tenir. S'il était difficile à émouvoir, comme tous ceux dont l'existence a été pénible, ses émotions durables ne s'évaporaient pas en vaines protestations. Quand l'enthousiasme vibrait en lui, ce n'était pas pour un jour. Retrouver Pascal Ferrailleur devint son idée fixe, tâche difficile dans les conditions où il l'entreprenait. Quel était, en effet, le point de départ de ses investigations? Il savait que Pascal habitait rue d'Ulm et qu'il en était parti soudainement avec sa mère, en annonçant qu'il se rendait en Amérique. À cela se bornait le positif. Pour ce qui est des conjectures, Chupin était persuadé, sur la foi de mademoiselle Marguerite, que Pascal n'avait pas quitté Paris et y attendait l'occasion de se réhabiliter, en se vengeant de M. de Coralt et du marquis de Valorcet. Avec ces seuls indices, espérer découvrir un homme ayant intérêt à se cacher dans une ville comme Paris, n'est-ce pas folie? Ainsi ne pensait pas Chupin. Lorsqu'il avait déclaré qu'il répondait de tout, c'est qu'il avait, ainsi qu'il le disait, son idée. C'est pourquoi, en sortant de chez M. Fortunat, il courut tout d'une haleine rue d'Ulm. Le concierge de l'ancienne maison de Pascal n'était pas poli. C'était ce même homme qui avait répondu si brutalement à mademoiselle Marguerite. Mais Chupin possédait l'art de dérider les portiers les plus rébarbatifs et de leur arracher les renseignements dont il avait besoin. Il apprit de celui-ci que c'était le 16 octobre, à 9 heures du soir, que madame Ferrailleur, après avoir fait charger ses bagages sur un fiacre, y était montée en disant au cocher « Place du Havre, au chemin de fer ». Chupin eût bien voulu savoir le numéro du fiacre. Il ne voulait même que cela. Le concierge l'ignorait, mais il déclara que madame Ferrailleur avait envoyé chercher cette voiture par sa femme de ménage, laquelle demeurait à 2 pas, rue Mouffetard. L'instant d'après, Chupin frappait à la porte de cette femme de ménage. C'était une digne personne qui regrettait amèrement ses maîtres. Elle confirma les dires du portier, mais elle avait oublié le numéro du fiacre. Tout ce qu'elle put dire,
c'est qu'elle l'avait pris à la station de la rue Soufflot et que le cocher était un gros réjoui. Chupin se rendit rue Soufflot. Malheureusement, le surveillant de la station était d'une humeur massacrante. Il commença par demander de quel droit on le questionnait. Pourquoi et si on le prenait pour un mouchard? Il ajouta que son métier consistait à écrire sur un carnet le numéro de tous les fiacres de la station, à viser à l'arrivée et au départ la feuille des cochers, et qu'il ne pouvait fournir aucune indication. Évidemment, il n'y avait rien à attendre de ce surveillant farouche. Chupin ne l'en salua pas moins civilement, et une fois hors de sa petite cabine, « Mauvaise affaire », grommela-t-il piteusement. « Il faudrait voir maintenant à trouver autre chose. » Découragé, il ne l'était aucunement, mais seulement déconcerté et fort perplexe. Ah, s'il eût eu en poche une carte de la préfecture de police, si seulement son extérieur eût été de ceux qui imposent, il ne se fût point senti embarrassé. Suivre à la piste, à travers Paris, un fiacre chargé de bagages eût été pour lui aussi facile que de suivre dans la nuit un homme portant un fanal. Mais, infirme, chétif, sans appui ni recommandation, sans autre moyen que son aplomb et son expérience du pavé de sa ville, tout pour lui devenait obstacle. Debout sur le trottoir, devant l'école de droit, il avait retiré sa casquette et, furieusement, se grattait la tête, quand tout à coup « Suis-je assez bête ?» s'écria-t-il, si haut que plusieurs passants se détournèrent pour voir qui s'adressait cette épithète peu flatteuse. C'est qu'il venait de se rappeler un des débiteurs de M. Isidore Fortunat, qu'il était allé tourmenter bien souvent pour lui arracher quelques malheureuses pièces de 100 sous, et qui était employé à l'administration centrale de la compagnie des petites voitures. « Si quelqu'un peut me tirer de peine, pensa-t-il, c'est ce gars-là, pourvu qu'il soit encore à son bureau. Allons, Victor, mon fils, haut le pied. » Ce qu'il y avait de pis, c'est qu'il ne pouvait se présenter à ce bureau vêtu comme il l'était. Bon gré, mal gré, il lui fallait passer chez lui, rue du Faubourg Saint-Denis, pour y endosser sa redingote d'employé au recouvrement de M. Fortunat. Il prit une voiture à ses frais, il se hâta tant qu'il put, mais les courses étaient longues, et 10 heures sonnaient lorsqu'il arriva à l'administration centrale, avenue de Ségur. Bonheur inespéré. Son homme, chargé d'un travail particulier de pointage, revenait chaque soir après son dîner, et il était là. C'était un brave garçon, un pauvre diable qui gagnait 1500 francs par an, qui en dépensait 2000, et, comme de juste, qui employait le plus clair de son intelligence à défendre contre ses créanciers ses maigres appointements. Il eut un geste furibond en reconnaissant Chupin, et son premier mot fut « Je n'ai pas le sou ». Chupin, lui, avait aux lèvres son meilleur sourire. « Quoi ?» fit-il. « Vous pensez que je viens vous réclamer de l'argent, ici, à cette heure ? Vous me prenez pour un autre. Je viens simplement vous demander un service. » Le front assombri de l'employé s'éclaira. « Puisque c'est ainsi, asseyez-vous donc, » dit-il, « et voyons ce dont il s'agit. » Voilà, le 16 octobre, à 9 heures du soir, une dame, demeurant rue d'Ulm, a envoyé chercher un fiacre à la station de la rue Soufflot, y a fait charger ses bagages et s'est fait conduire on ne sait où. Comme cette dame est parente du patron, il voudrait la rejoindre et donnerait bien 100 francs, plus que vous ne lui devez, pour savoir le numéro du fiacre. Il prétend que ce numéro, vous le lui diriez si vous le vouliez. C'est impossible, n'est-ce pas? Plus encore que la remise de la dette, le doute de Chupin émoustilla l'employé. « Rien n'est plus simple, au contraire, » déclara-t-il, fier d'expliquer à un profane l'ingénieux mécanisme de son administration. « Vous avez bien 10 minutes. »« J'aurai 10 jours, s'il faut. »« Alors, vous allez voir. » Il se leva, passa dans le bureau voisin, et l'instant d'après reparut portant un énorme carton vert. « Là-dedans, fit-il, sont les feuilles de contrôle que chaque station envoie tous les soirs au bureau central. » Il ouvrit le carton, en examina rapidement le contenu, et d'un ton joyeux, « Nous y sommes, dit-il.
Voici la feuille du surveillant de la rue Soufflot pour le jour indiqué, 16 octobre. Voyons le mouvement des voitures entre 9h moins un quart et 9h15. 5 fiacres sont arrivés à la station. Inutile de nous occuper de cela. 3 l'ont quitté, portant les numéros 1781, 3025 et 2140. C'est un de ces 3-là qu'a pris la parente de votre patron. Ces 3 cochers à interroger. L'employé haussa les épaules. « À quoi bon ?» prononça-t-il. « Ah, vous ne connaissez pas tous nos moyens de contrôle. Les cochers sont fins, mais la compagnie n'est pas bête. Moyennant 150 000 francs que lui coûte annuellement sa police, elle sait heure par heure ce que font ses voitures. Je vais chercher la feuille des cochers des 3 numéros, et l'une d'elles, certainement, nous renseignera. » Cette fois, les investigations furent assez longues, et Chupin commençait à s'impatienter quand l'employé agita triomphalement une feuille de papier sale et toute fripée, en s'écriant « Quand je vous disais, voici la feuille du fiacre de 1140. Lisez, tenez, là. Vendredi, 9h10 du soir, chargé rue d'Ulm. Que pensez-vous de ça ? C'est épatant, mais où prendre le cocher ? En ce moment, je ne sais. Il est dehors. Mais comme il est de ce dépôt, si vous voulez l'attendre, il finira toujours par rentrer. Je l'attendrai. Seulement, comme je n'ai pas dîné, il faut que j'aille manger un morceau. À une autre fois. Je vous promets que M. Fortunat vous renverra votre billet. Chupin, en effet, avait grand faim, et c'est au pas de course qu'il gagna un petit restaurant qu'il avait remarqué en venant. Là, pour 18 sous, il dîna comme un prince. Il s'offrit en manière de récompense une tasse de café et un petit verre, et c'est ainsi lesté qu'il retourna au dépôt. Le fiacre de 1140 n'étant pas rentré en son absence, il se mit en faction à la porte. Ah ! Sa patience eût été mise à une rude épreuve s'il n'eût possédé à fond l'art d'attendre, car c'est un art difficile que de savoir rester en observation sans trop s'ennuyer, sans attirer surtout l'attention. Il était un peu plus de minuit lorsque Chupin, non sans un battement de cœur, vit entrer dans la cour la voiture tant désirée. Lentement, le cocher descendit de son siège, passa au bureau du contrôleur verser son gain de la journée et rendre sa feuille de retour, et sortit. C'était bien un gros réjoui, ainsi que l'avait annoncé la femme de ménage, et qui ne fit point de façon pour accepter un verre de n'importe quoi chez un marchand de vin resté ouvert. Il crut ou ne crut pas l'histoire que lui conta Chupin pour justifier ses questions. Le fait est qu'il y répondit sans difficulté. Il se souvenait si bien d'avoir chargé rue d'Ulm qu'il put donner le signalement de la bourgeoise, une vieille dame respectable, dire le nombre des colis, mâles ou chapelières, et en décrire la forme. Il avait conduit sa pratique à la gare de l'Ouest, rive droite, et s'était arrêté devant l'entrée de la rue d'Amsterdam. Et quand les facteurs du chemin de fer s'étaient approchés, en demandant, selon l'usage, « Pour où les bagages ?», la vieille dame avait répondu « Pour Londres ». Chupin, à cette déclaration, faillit tomber de son haut. Dans son opinion, madame Ferrailleur n'avait commandé de la conduire au chemin de fer du Havre que pour dérouter les poursuites. Il eût parié qu'après 20 tours de roue, elle avait donné à voix basse au cocher sa véritable adresse. Et pas du tout. Mademoiselle Marguerite s'était-elle donc trompée ? Pascal avait-il réellement fui devant ses ennemis, sans même essayer de lutter ? D'un tel homme, cela n'était pas admissible. Cette nuit-là, Chupin dormit mal, et le lendemain, dès 5 heures du matin, il rôdait rue d'Amsterdam, collant l'œil aux devantures des marchands de vin, cherchant quelques facteurs du chemin de fer. Il ne tarda pas à en découvrir un, en train de tuer le ver, dont il se fit un camarade en moins de rien, grâce à certains procédés qu'il avait pour lier promptement connaissance. Ce facteur, malheureusement, ne savait rien, mais il conduisit Chupin à un de ses collègues, lequel se souvint parfaitement d'avoir, dans la soirée du 16, aidé à décharger les bagages d'une vieille dame qui se rendait à Londres. Cependant, ces colis n'étaient pas partis.
La vieille dame les avait laissés en consignation, et le surlendemain, une grosse femme aux allures suspectes était venue les réclamer, le bulletin de dépôt à la main, et les avait fait enlever après avoir acquitté les droits de magasinage. Ce qui fixait les souvenirs de ce digne facteur, c'était que cette grosse femme ne lui avait pas donné 1 liard de pourboire, quoiqu'il se fût montré plus complaisant que le règlement ne l'ordonne. Et au moment de s'éloigner, elle lui avait dit, de sa voix douceâtre et d'un air impudent, « Je vous revaudrai cela, mon garçon. Je tiens un débit de vin, route d'Asnières. Si jamais vous passez par là, avec un de vos camarades, entrez chez moi. Je vous en payerai une de fameux. » Ce qui exaspérait surtout le digne facteur, c'était cette conviction que la grosse femme s'était moquée de lui. « Car elle ne m'a pas dit son nom, ni son adresse, la vieille scélérate, » grondait-il. « Aussi, garde-sous, si je la repince jamais. » Déjà Chupin s'éloignait, peu sensible aux doléances de son donneur de renseignements. À cette heure, qu'il s'expliquait le stratagème employé par madame Ferrailleur pour égarer les recherches, ses conjectures se changeaient en certitudes. Il lui était prouvé que Pascal se cachait quelque part à Paris. Mais où? Il lui était démontré que rejoindre la grosse femme serait retrouver madame Ferrailleur et son fils. Comment y arriver? Cette femme avait dit qu'elle tenait un débit de boisson route d'Asnières. Était-ce vrai? N'était-ce pas probable, plutôt, que cette indication vague n'était qu'une précaution nouvelle? Ce qu'il y a de sûr, c'est que Chupin, qui connaissait tous les cabarets de la route d'Asnières, ne se rappelait pas avoir jamais vu trôner derrière un comptoir une puissante matrone telle que l'avait décrite le facteur. Si, cependant, il se souvenait de la Ventrasson. Mais imaginer une communauté d'intérêt quelconque entre Pascal et la mégère du Garnimodel, n'était-ce pas folie? Cependant, comme il se trouvait dans une de ces situations où on doit tâter toutes les chances, c'est au Garnimodel qu'il se rendit. L'établissement, depuis le soir où il y était venu avec M. Isidore Fortunat, n'avait pas changé. Seulement, au plein jour, il paraissait plus sordide et plus sinistre. On voyait combien menaçait ruine cette grande maison restée inachevée faute d'argent, et les denrées amoncelées dans la boutique faisaient décidément horreur. La Ventrasson n'était pas à son poste habituel, c'est-à-dire à son comptoir entre son chat noir, sa dernière affection, et les bouteilles où elle puisait son mélécassis, sa consolation suprême ici-bas. Il n'y avait dans le débit que le patron. Assis tout au fond, devant une table, avec une chandelle allumée près de lui, il se livrait à une occupation bizarre et qui eût étrangement intrigué Chupin s'il l'eût remarqué. Ventrasson faisait fondre à sa chandelle de la cire à bouteille, la laissait tomber sur la table, y apposait un sou, en manière de cachet, et ensuite, quand elle était refroidie, armé d'un mince couteau de vitrier, il s'évertuait à la détacher du bois sans abîmer l'empreinte. Chupin ne prit pas garde à cela. « La bourgeoise est absente, grommela-t-il. Fameuse affaire. » Et comme il avait son idée, c'est-à-dire un moyen de s'assurer de la réalité ou de l'inanité de ses suppositions, il entra bravement. Au grincement de sa porte, Ventrasson se leva si maladroitement, si adroitement plutôt, que tous ses outils, cire, empreinte et couteau, roulèrent à terre. « Qu'est-ce qu'il faut vous servir ?» demanda-t-il de sa voix éraillée. « Rien, je voudrais parler à la bourgeoise. »« Sortie, elle fait un ménage en ville le matin. » C'était un trait de lumière. Entre toutes les hypothèses admissibles, Chupin n'avait point songé à celle-là qui expliquait ce qui lui avait paru inexplicable. Mais il sut dissimuler ses tressaillements d'espoir, et d'un air dépité, « Comme c'est amusant, fit-il, va falloir que je revienne. »« C'est donc un secret que vous avez à dire à ma femme ? » ?»« Jamais de la vie. »« Je suis bon pour vous répondre alors. »« Je ne vous cache pas que ça m'irait. Je suis employé au chemin de fer de l'Ouest, bureau des consignations, et je voudrais savoir si votre épouse n'est pas venue ces jours passés retirer des colis. »
La physionomie du marchand de vin épicier-logeur trahit cette vague et incessante inquiétude des gens qui comptent les jours par leurs méfaits. Ce n'est qu'après une visible indécision qu'il répondit « Oui, ma femme est allée à la gare du Havre, chercher des bagages, l'autre dimanche. »« Parfait. Alors, voilà la chose. L'employé du magasin a oublié de lui faire rendre le bulletin de dépôt, ou il l'a perdu, de sorte qu'il ne le retrouve pas. Je venais prier votre femme de voir si elle ne l'aurait pas gardé, par hasard. Quand elle rentrera, faites-lui ma commission, et si elle le retrouvait, renvoyez-le-moi par la poste. » La ruse était grossière, mais suffisante pour tromper Ventrasson. « À quel nom l'adresser, ce bulletin ?» demanda-t-il. « Au mien, Victor Chupin. » Imprudent. Il ne pouvait, il est vrai, soupçonner l'abus qu'avait fait de son nom M. Isidore Fortunat le soir où il avait remis aux époux Ventrasson un billet à ordre signé d'eux en échange d'une reconnaissance. Mais le patron du garni modèle n'avait pas oublié le nom prononcé par M. Fortunat. Il blêmit de colère, croyant voir son prétendu créancier, et passant brusquement entre la porte et lui, « Ainsi, fit-il, votre nom est bien Chupin Victor ?»« Mais oui. Et vous êtes employé au chemin de fer ? Je viens de vous le dire. Ce qui ne vous empêche pas de vous occuper de recouvrement, n'est-ce pas ?» Instinctivement, Chupin recula, comprenant qu'il venait de faire une sottise et ne concevant pas laquelle. « Je m'en occupais autrefois, balbutia-t-il. Ventrasson ne douta plus. « Ah, tu avoues donc que tu n'es qu'une canaille !» s'écria-t-il. « Tu avoues donc que c'est toi qui as racheté pour 4 sous un vieux billet de moi et qui m'as envoyé ici un huissier pour me saisir ? Ah, tu achètes des créances dans les faillites ! Ah, tu veux faire arriver de la peine au pauvre monde ! Eh bien, puisque je te tiens, brigand, je vais te régler ton compte. À toi, celui-là !» Et d'un terrible coup de poing, il envoya rouler à l'autre bout de la boutique son prétendu créancier. Chupin, par bonheur, était leste. D'un bond, il fut debout, et, franchissant une table, la mit entre lui et son dangereux adversaire. Rompu à ce terrible jeu qu'on appelle la savate, Chupin, le vieux gamin de Paris, se fut défendu avec avantage, s'il eût eu du champ. Mais là, dans cet étroit espace, acculé dans un angle, il se vit perdu. « Quelle tripotée !» pensa-t-il, tout en évitant avec une prestigieuse agilité le poing de Ventrasson. Un poing à assommer un bœuf. Il eut bien l'idée de crier à l'aide, mais l'entendrait-on ? Viendrait-on ? Et si l'on venait, la police, curieuse, ne s'en mêlerait-elle pas ? Or, la police s'en mêlant, il y aurait un commencement d'enquête qui dérangerait peut-être les projets de Pascal. Avec cette appréhension de nuire à ceux qu'il voulait servir, il se fut fait hacher sur place plutôt que de laisser échapper un cri. Résolu à se tirer seul du guêpier, il changea de tactique et, au lieu de parer comme il avait fait jusqu'alors, il ne songea plus qu'à gagner, coûte que coûte, la porte. Il y arrivait, non sans dommage, lorsqu'elle s'ouvrit, et un jeune homme vêtu de noir et scrupuleusement rasé entra. Puis, d'une voix bien timbrée, dit « Eh bien, qu'est-ce que cela ?» La vue de ce nouvel arrivant parut stupéfier Ventrasson. « Ah, c'est vous, monsieur Mauméjean, balbutia-t-il d'un air penaud. « Ce n'est rien, nous plaisantions. » Monsieur Mauméjean sembla se contenter de l'explication et du ton indifférent d'un homme qui exécute une commission sans savoir ce dont il s'agit. « Comme on sait que votre femme fait mon ménage, reprit-il, on m'a chargé de vous demander si vous seriez prêt pour l'affaire convenue. »« Certainement, et même je m'en occupais encore il n'y a qu'un instant. » Chupin n'en entendit pas davantage. Il s'était précipité dehors, les vêtements en désordre et fort meurtri, mais ne sentant pas son mal tant sa joie était grande. « Celui-là est monsieur Ferrailleur, pensait-il. J'en suis sûr, et je vais en avoir la preuve. » À 20 pas de là était une bâtisse abandonnée. Chupin s'y blottit et attendit. Et lorsque monsieur Mauméjean sortit du garni modèle, il le suivit.
Il le vit remonter la route d'Asnières, prendre à droite la route de la Révolte et finalement s'arrêter devant une maison de chétive apparence. Alors, il se rapprocha bien vite et doucement « Monsieur Ferrailleur » appela-t-il. Instinctivement, le jeune homme se détourna, puis, reconnaissant sa faute et qu'il s'était trahi, il bondit jusqu'à Chupin et lui saisissant les poignets, qu'il serra à les briser. « Malheureux, fit-il, qui es-tu? Qui t'a chargé de me suivre? Que me veux-tu? »« Pas si fort, monsieur, ne serrez pas si fort, vous me faites mal. Je vous suis envoyé par mademoiselle Marguerite. » Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié, merci de liker, de mettre un commentaire, de vous abonner ou partager. À bientôt pour la suite.